Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et on est vraiment ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Monde des Arts. Et on commence avec une phrase de l'écrivain et journaliste français Hervé Guibert. Écoutez bien, une bonne photo, c'est une photo fidèle au souvenir de l'émotion. C'est pas mal ça, hein, c'est assez bien vu. Alors justement, regardez, cette photo d'une femme zèbre a reçu le prestigieux prix européen Golden Camera, c'était à Prague en 2023. Elle a été réalisée entièrement par une intelligence artificielle, derrière laquelle il y avait quand même un photographe qui se cache, à savoir Franck Lecrenet. À Bruxelles, en ce moment, la galerie Le Hangar et d'autres exposent des photographies réalisées uniquement par des IA. On va essayer de comprendre comment elles sont créées. Mais dans ce cas, justement, peut-on encore parler réellement de photographie? Est-ce la porte ouverte, par exemple, au plagiat? Et de manière aussi plus prosaïque, le métier de photographe est-il en passe de disparaître face à une IA générative d'images de plus en plus accessible, vous le savez, hein, au grand public? Bref, est-ce que l'IA va-t-elle tuer la photographie? C'est la question qu'on va se poser ce soir avec nos invités. À commencer par vous, Paul. Bonsoir. Paul de la Marandée, vous êtes co-commissaire d'une expo Hangar qui se tient en ce moment, d'ailleurs, dans le cadre du Photo Brussels Festival. Tout à fait, oui, avec mes collègues du Hangar, Gabriela Torres et notre directrice Delphine Dumont, en collaboration avec l'historien de la photographie Michel Poivert. Nous avons conçu une exposition qui s'appelle iMagine. Jeu de mots, je suppose. Voilà, IA, imagination, et qui regroupe les propositions de 18 artistes photographes qui s'emparent des technologies de génération d'images par des algorithmes pour revisiter le passé. Voilà. Bon, on est en plein dans le débat, là, déjà. Exactement. En face de vous, Lionel Jusseret. Bonsoir, Lionel. Bonsoir. Vous êtes photographe, vous pratiquez la photographie, vous êtes professeur aussi, professeur de photographie en académie, c'est ça? Aux Académies de Beaux-Arts de Wavre. Oui. Tout va bien, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Beaucoup d'élèves? Une soixantaine environ, plutôt adultes. D'accord, c'est des cours du soir alors Cours du soir. D'accord. En face de vous, Olivier Grasser. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Contre-Type. Alors, quand vous m'avez dit que attention, Contre-Type, c'est pas une galerie. C'est quoi alors? C'est un centre d'art. Donc, on y fait des expositions. En deux mots? On n'a pas d'objectif premier de vente de photographie, d'œuvres, même si ça peut se produire, ce n'est pas notre mission. D'accord. Et vous êtes dans l'actu aussi, puisque vous êtes dans ce festival avec une expo? Oui, on a ouvert une exposition de François Bellabas qui s'appelle Unloading Overdrive. Donc un ensemble de tout un environnement d'images créées à partir de son propre matériel photographique qu'il a retravaillé avec les algorithmes. D'accord. Encore des algorithmes, donc. Moins d'algorithmes chez vous, Alain Daug. Bonsoir, Alain. Oui, bonsoir. Directeur de la galerie, de la Box Galerie. La Box Galerie, et autant dire tout de suite... Dites-le alors. Oui, l'image générée par des algorithmes est diamétralement opposée, évidemment, à ce que je défends depuis toujours et à ma conception de la photographie. D'accord, vous n'êtes pas le seul à penser ça, on va en discuter, c'est le thème du débat justement. On va commencer, si vous voulez bien, avec quelques images d'un film qui ne vont pas nous rajeunir, et quand je dis un film, c'est carrément un chef-d'œuvre, regardez, c'est Blow Up, évidemment, d'Antonioni, 1966. Sometimes, reality is the strangest fantasy of all. Vanessa Redgrave, David Hemmings, and Sarah Miles in Michelangelo Antonioni's first English-language film, Blow Up. At love without meaning, at murder without guilt, at the dazzle of the madness of London today, Antonioni's camera never flinches. Blow Up, a Cavalcanti production in color. Voilà, Blow Up et son fameux photographe dans les rues de Londres dans les années 60, je pense que tout le monde l'a vu ici quand même. Ouais. C'est fini ce monde-là, Alain Daug? Je pense pas, non. 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 Non, je crois que tant que des gens éprouveront le besoin de regarder le monde, il y aura des photographes. J'ai l'impression que ça bouge quand même, parce qu'on va parler de l'intelligence artificielle, mais il y a quand même eu entre-temps les téléphones portables aussi. Oui. Est-ce que, Lionel, la photographie argentique, comme on dit, a encore des jours devant elle ou pas? Franchement. Oh oui, ça c'est certain, mais c'est juste des pratiques qui sont très très différentes en réalité, et qui sont en plus, pour le moment on est en pleine période d'hybridation, hein, donc je dirais même sans changement, hein, quand même,
Ouais. Oui, mais en fait, je dirais même que l'argentique revient en réalité. Donc, en fait, je crois que l'époque est plutôt à l'hybride en réalité, et intelligence artificielle se transfère dans l'argentique et argentique inversement. Donc, je crois plutôt que c'est la multiplicité des choses pour le moment. C'est ça qui fait un peu tourner la tête, c'est que ça va très vite. C'est très très créatif et ça va très vite. Mais vous dites que je vous coupe 2 secondes, Lionel. Vous dites que l'argentique revient, c'est bien ça que vous dites? Ah ben, en fait, il y a tout un mouvement maintenant de plasticiens qui reprennent complètement, je dirais, le savoir-faire, en tout cas des techniques anciennes. Ouais. Donc quand je parle ici de savoir-faire et je parle aussi de faire avec les mains, pour le coup. Ouais, donc c'est aussi très différent. Bains, etc. Quoi. Oui, pas que. Hein, il y a pas que plus compliqué. Il y a aussi toutes des démarches conceptuelles. Oui. Et donc du coup voilà, quand on parle aussi de démarches conceptuelles, c'est tout à fait compatible avec les IA. Et évidemment, les premières choses qui ont été faites avec les IA aussi, c'est simplement de créer des calques par informatique et de venir simplement les imprimer avec des techniques anciennes. C'est presque les premières choses qui ont été faites. Ouais, vous confirmez ça, Paul? Oui, il y a des travaux hybrides qu'on présente notamment dans cette exposition, avec des techniques anciennes argentiques et une génération d'images par algorithme. Donc on ne tourne pas le dos complètement, quoi? Pas du tout, non, c'est un langage de plus, mais voilà, on fait des hybrides, comme le dit Lionel. L'argentique, encore bien vivant, oui, de temps en temps, chez Contre-Type? Absolument, il est vivant. Après, je pense que c'est une question de production d'images. Donc, les outils de production d'images se démultiplient, s'élargissent. Le rapport au monde, la façon de voir le monde s'élargit aussi, se transforme en tout cas. Et voilà, on est vraiment dans ce processus-là. Ouais. En tout cas, j'ai eu au téléphone la directrice ce matin de l'école Le 75, que vous connaissez sans doute. Hein. Elle me dit qu'il donne encore des cours d'argentique. Est-ce que vous donnez des cours d'argentique, vous? Non, mais en fait, je crois que l'argentique, là, on vient en fait là plutôt de, je dirais, 40 ans de numérique en fait. L'argentique était littéralement en train de mourir. Là, ce film, c'était 1966. Oui. Donc en fait, il ne faut pas oublier qu'en fait là, on parle des algorithmes, mais en réalité, il faudrait peut-être aussi évoquer qu'il y a eu des années numériques entre les deux, qui ont déjà transformé la manière de photographier. Et par contre, pour ma part, je dois dire que je reviens à l'argentique dans mon école parce que le numérique, en réalité, a créé des incapacités dans le savoir-faire photographique. C'est-à-dire, il faut expliquer ça. C'est-à-dire simplement que c'est une chaîne de travail qui est essentiellement virtuelle, et pour la plupart des étudiants, ça se limite à un écran. Or, nous, on est un cours d'image imprimée. Donc du coup, évidemment que la production est extrêmement complexe parce que passer d'un écran à une feuille de papier, c'est toute une chaîne de travail et il y a des corps de métiers différents qui s'y engagent. Donc c'est très compliqué et évidemment qu'à force d'avoir des demandes d'étudiants par rapport au numérique, ça a été simplifié et on se retrouve aujourd'hui à avoir, on devient des presse-boutons en fait. Donc l'argentique revient pour remettre, d'une certaine manière, l'étudiant à travailler la photographie avec ses mains. Et retourner à la base, quoi. Exactement. Du métier, si je puis dire. Qui est un artisanat. C'est un artisanat à la base, Alain Do. Voilà. Oui, c'est un artisanat, mais pour moi, l'essentiel, c'est le regard. Ouais. Qu'on travaille en argentique. Le regard de l'auteur, vous voulez dire? Le regard de l'auteur. Et l'auteur aussi. Voilà la base pour moi. Des gens qui ont développé une signature visuelle qui leur est propre et qu'ils utilisent du numérique ou de l'argentique. Pour moi, ce qui importe, c'est le regard qu'on porte sur le monde. C'est dans vos choix en tant que galeriste. On va regarder tout de suite 2-3 photos de Max Steinmetz. Ce sont Marc, pardon. Ce sont des photos que vous exposez en ce moment, des photos qui sont prises dans son quartier. On est en Géorgie, voilà. Là, on est très loin, effectivement, de l'idée qu'on peut se faire des algorithmes, etc. C'est vraiment... Il a pris son appareil photo, il a filmé un petit peu autour de lui. Exactement. C'est exactement de la même manière qu'il photographie le monde plus vaste. Ouais. Là, c'est une série assez... c'est comme une parenthèse dans sa production. Il a depuis des années, photographié chez lui et autour de chez lui. Et c'est comme un contrepoint à ce qu'il photographie partout dans le monde. Mais il photographie ça exactement de la même manière. Ouais. Est-ce que les photographes, Lionel, se sentent en danger aujourd'hui de disparition face à l'arrivée de l'IA? Déjà, il y a différentes manières d'être photographe. Je pense que les auteurs photographes aujourd'hui sont d'une certaine manière en danger parce que le gagne-pain de beaucoup de personnes, c'est de faire des photos, comme on pourrait dire, des photos unaires, donc des photos d'illustration qui servent aux journaux, à certains magazines. Et donc, qui ne demandent pas dans les journaux en plus. Qui ne demandent pas d'avoir un regard, en fait, avoir un regard d'auteur. C'est une commande, quoi, vous voulez dire. Ce sont des commandes, Donc du coup, évidemment que c'est beaucoup plus facile de faire intervenir l'intelligence artificielle. Et il est possible qu'on ait, un peu le même... Similairement, quand la photographie est apparue dans le milieu de la peinture, les 3/4 des ateliers de peintres
confirmé. Et c'est probablement ce qui va nous arriver, ça c'est sûr. Vous confirmez ? Oui, tout à fait. Après, je pense qu'il y a une chose qui est assez importante, et Alain le disait avant, c'est donc le regard de l'auteur, évidemment. Donc ça va bouleverser. Quand il y a moins le regard, mais qu'il faut traiter une commande, ça va être facilement remplaçable. Il y aura toujours des auteurs, heureusement, avec quels que soient les outils. Il y aura toujours des auteurs. Il y aura toujours des auteurs, parce qu'en fait, l'IA en fait, se nourrit de ce qui existe déjà. Alors, on va sans doute en parler, au niveau du droit d'auteur des bases de données. Mais il y aura toujours des auteurs qui vont recombiner, qui vont avoir un discours différent à partir de ces bases, et se servir de l'IA ou de se servir d'un appareil argentique. Donc quelqu'un qui se sert de l'IA, c'est un auteur, c'est une autrice ? Ça peut, dans la manière d'utiliser les biais, les limitations, la base de données qu'utilise, de comprendre comment ces algorithmes fonctionnent. Ouais. Il y a aussi le regard du regardeur. Et ça, on peut en reparler aussi, j'imagine. Vous êtes d'accord ? On triture de l'IA, on est un auteur ? On est un auteur, mais on n'est pas un photographe. En tout cas, pas selon ma conception de la photographie. C'est intéressant, ça. Voilà, au risque de me répéter, pour moi, un photographe, c'est quelqu'un qui regarde, mais qui ne regarde pas quelque chose de préexistant, si ce n'est le monde, et qui restitue ce qu'il a vu à sa manière. Ouais. Je vais reprendre une phrase que vous avez écrite sur votre site. Attention. Vous avez écrit, c'est très beau, c'est très juste, je trouve. La photographie, c'est une rencontre entre un sujet, parfois éloigné du réel, et la lumière. On n'a pas encore parlé de la lumière. L'IA, elle génère des images à partir d'algorithmes et de données sans comprendre le contexte dans lequel elles s'inscrivent. C'est très juste, je trouve. Merci d'avoir cité. Je pense qu'il y aura toujours un regard, parce qu'il y a toujours de nouvelles générations qui arrivent, qui interrogent le monde, et le monde se déplace, et l'humain se déplace, se transforme. Donc il y aura toujours un regard. Non, mais s'il y a plus d'humain. Mais si, parce que l'algorithme, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. En ce moment, on est dans une époque de fascination, on produit des images aberrantes qui posent de vraies questions sur la question de l'auteur. Elles sont c'est le début, ça explose un peu. Mais néanmoins, on est dans une phase de sidération, de fascination, de spectacle devant ces images. Mais c'est un outil, là, l'IA, c'est pas autre chose. Ouais, mais une belle image prise avec une belle lumière. Moi, je voudrais, c'est pas pour vous flatter, Lionel, mais je voudrais qu'on regarde 2 photos de votre série Colostrum. Vous êtes d'ailleurs finaliste du Goma Grand. Là, comment vous avez travaillé ces photos ? Avec la physique de la lumière, pour le coup, c'est sûr, être promptographe et être photographe, c'est pas la même chose. Être promptographe, c'est aussi d'une certaine manière, c'est un boulot qui implique un travail de bureaugraphie. Donc on est assis et on travaille avec une souris et un clavier. Être photographe, en tout cas aussi dans ma conception, c'est être un corps dans l'espace. Là, vous alliez dans les fermes, par exemple, pour montrer un petit peu le travail de Oui, nous en tout cas, c'est sûr qu'une des grandes qualités du travail de photographe, par rapport à d'autres médiums, c'est l'espace. En réalité, nous, on a vraiment quelque chose à voir avec la notion d'espace. Et donc, la question de la distance, la question de la proximité, évidemment, du regardeur et du regardé. Voilà. Du contexte, de l'environnement. Tout à fait. Ouais. Et donc, au-delà de la lumière aussi, c'est un travail qui est physique et que j'estime de plus en plus être corporel. C'est-à-dire ? Physique, corporelle, c'est quoi la différence ? Alors, pour moi, c'est la même chose. Oui, c'est physique dans le sens de ce que je viens de dire. C'est la lumière, c'est la physique de la lumière. De la physique, d'accord. C'est la base, c'est pas ça. le physique, le corps. Non, d'accord. Et le corporel, même à l'idée qu'on peut être aussi comédien, on peut être aussi presque danseur quand on fait des photographies. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, Alain Daug ? Tout à fait, c'est tout à fait ça. On le sent fort dans le travail que vous présentez. Alors, les IA génératives, bon, il y en a de plus en plus. Il y a toute une liste et je crois que ça va continuer. Midjourney, évidemment, c'est la plus connue. Il y a DAL, Crayon, etc. C'est un formidable outil de création. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça bouleverse la pratique artistique, Paul. Oui, tout à fait. Ça le bouleverse. C'est un nouvel outil. Après, dans notre exposition à Imagine, ce sont 18 photographes, c'est important, qui utilisent ces outils-là. Ce ne sont pas des graphistes, ce ne sont pas vous et moi, c'est des gens qui ont une culture de l'image, qui savent ce qu'est un cadrage, qui savent ce qu'est une série, un éclairage, et donc il y a quand même ce travail. Il n'y a pas de prise de vue, donc il n'y a pas de photographie, mais il y a ce travail de pensée, de regard, encore une fois on en revient. Et donc voilà, c'est le regard des photographes avec ces outils-là. D'accord, on va regarder 3 photos que vous exposez. Je vais vous demander de les commenter avec nous. Voici la première. Ce n'est pas des photos. Oui, non, voilà. Vous voyez, ce sont des images générées photoréalistes. Ouais. Ce ne sont pas des photographies, il n'y a pas de prise de vue. Ici, donc c'est une image de Justine Van Den Dijk, qui est une des lauréates de l'appel à projet international que nous avons ouvert pour
retrouvait un tiers des participants à cette exposition. Et elle a voulu faire une sorte d'hybridation entre la peinture baroque et une iconographie plutôt de photos d'adolescents plus urbaines. C'est une espèce d'hybride, de métissage qui ne pourrait pas exister autrement que dans l'imagination. Ah bah oui, on ne sait pas les faire avec un appareil photo. Voilà. On va en regarder une autre, plus rigolote peut-être, ou en tout cas qui réfléchit. Elle paraît rigolote, mais finalement il y a une vraie réflexion, même militante derrière, de Bruce Eisley. Rigolote, c'est pas le mot, c'est vrai. Qui était allemand et qui fait toute une narration autour des grandes compagnies agroalimentaires dans les années 60-70, fictionnelles en Allemagne, mais enfin ça raconte aussi beaucoup l'idée des hybrides et des pesticides. Voilà, donc, d'accord. C'est absolument pas rigolo, je retire tout ce que j'ai dit. Non, mais c'est absurde, mais justement, ça permet de réfléchir. Ouais. Et une troisième peut-être, si on en a en régie. Voilà, c'est toujours la même série. Alors évidemment, il s'est inspiré donc, de photographies existantes des années 60. Donc il a utilisé aussi des filtres qui pourraient rappeler les Kodachrome, les pellicules qui étaient utilisées à l'époque. Donc c'est cette éducation à l'image, cette teinte un peu rouge. Et si on regarde évidemment, si on zoome, on se rend compte que la plupart des messieurs ont 6 ou 7 doigts. Il y a des aberrations, des hallucinations de l'IA qui sont aussi très propres à l'année 2022-2023 à laquelle ça a été réalisé. Pas parfaite. C'est comme ça qu'on reconnaissait d'ailleurs les à l'époque. Maintenant, c'est plus fausses. C'est bluffant ce genre de photos pour vous? Ça vous bluffe ou moins aujourd'hui, mais en réalité, voilà, on parlait de culture du regard. Aujourd'hui, c'est vrai que je commence doucement à plus savoir trop distinguer ce qui est une vraie photographie d'une photographie générée avec des algorithmes. Mais on le voit encore, en réalité, et on le voit, en fait, tout simplement aussi, comme je disais, par ces notions physiques, ou les notions simplement de distance, de regardeur, de regarder. Moi, je sens qu'il n'y a personne qui fait cette photo, en fait. Ouais. Et c'est quelque chose qui se sent aussi parce qu'on ne sent pas les mains. Là, je ne sais pas trop comment définir ce genre de choses, mais les travaux, la photographie, on sent quand c'est fait avec les mains, et les IA, on ne sent pas les mains. C'est très compliqué à en tout cas, je vais vous montrer un contre-exemple. Désolé, hein, allez-y. Boris Eldachsen, c'est un photographe allemand. Voilà, on voit la photo là pour l'instant. Elle fait beaucoup parler, cette photo coulée d'encre en tout cas. Elle était lauréate du Sony World Photography Awards. Et le photographe a finalement refusé son prix après avoir révélé qu'elle avait été créée en fait en utilisant de l'intelligence artificielle. Là, on est bluffé quand même, Alain Dauc, non? Formellement, on est bluffé, oui. Mais une photo, ce n'est jamais qu'une photo. C'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est quand on a une série de photos, quand on a une œuvre photographique, quand on voit les liens d'une image à l'autre. Ouais. Et une image, ça peut être... Même moi, je crois que je serais capable de faire une bonne image. Ouais. Mais 2 ou 3 ou 20, évidemment que non. Là, c'est autre chose, évidemment. C'est tout à fait autre chose. C'est comme écrire 2 lignes et puis écrire un roman. Et c'est ce qui fait la différence entre les auteurs photographes et les gens qui produisent des images. Ouais. Alors, on peut être photographe et technophile. L'un peut aller avec l'autre. C'est le cas en tout cas de François Belabas, qui photographie et scanne la Californie. Je crois qu'il vit là, il vit entre Paris et Los Angeles. Alors oui, il voyage beaucoup à Los Angeles et en Californie. Voilà, il expose pour l'instant à contre-type. On va regarder 2-3 photos. Alors dites le titre de l'expo vous-même parce que je... Unloading Overdrive. Ouais, voilà, c'est ça. Ça dit quoi ça? Voilà, ça c'est il a travaillé à partir de ces données, c'est ça? Voilà, ce qui est important, c'est que au départ, il y a un travail de photographie, il y a un travail de déplacement dans le paysage, de prise de vue, de vidéo aussi, de scan 3D, et que c'est la matrice à partir de laquelle il va développer toutes les images que l'on voit actuellement. Cardinal, tu parlais du corps, mais je suis tout à fait d'accord. François Belabas, c'est quelqu'un de la génération du skate. Lui, il a abordé l'espace par le mouvement, par la fluidité, par la vitesse. Et tout ça, on le trouve dans son travail. Donc même si les images ont été travaillées avec un outil de nouvelle technologie, n'en demeure que le caractère des images qu'il produit aujourd'hui. On peut retrouver une filiation avec sa propre expérience, son propre regard, sa pensée aussi de c'est assez passionnant d'ailleurs le travail de François Belabas. On va regarder, il était à Arles cet été. Hein, oui, absolument, il a gagné le prix Rodoré. Il était interviewé, il explique un petit peu sa démarche. Écoutez-le. Je m'appelle François Belabas, je suis artiste, photographe, plasticien. Le projet que je présente dans le cadre des rencontres de la photographie pour le prix découverte Louis Roederer cette année s'appelle Electronic Legacy,
qui est une recherche que j'ai débutée en 2016 aux États-Unis, en commençant par la ville de Los Angeles. Je travaille vraiment avec la photographie en l'envisageant comme une base de données. Donc aujourd'hui, la base de données a un peu plus de 20 000 images. Ce qui m'intéressait, c'était de traiter cet événement qui est arrivé lorsque je suis parti pour la première fois aux États-Unis en 2016. C'est de me retrouver dans un incendie. Donc premièrement, on peut voir des photographies que j'ai prises durant cet incendie. En 2018-2019, j'ai une pratique qui s'intéresse beaucoup au numérique, qui s'intéresse justement à cette relation, avec ce dialogue qu'on peut avoir avec la machine. La seconde partie qui est visible dans une Electronic Legacy, c'est vraiment cet entraînement d'un algorithme qu'on appelle un GAN. On lui donne 300 images d'un sujet, une table par exemple, et cet algorithme apprend à générer une forme de table particulière. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de détourner cet algorithme, de lui donner les 5000 premières photographies de mon arrivée aux États-Unis, de commencer à rentrer en dialogue avec la machine et de voir justement comment la machine interprétait en fait toute cette mémoire qui est à la fois ma mémoire mais une mémoire photographique, et comment rentrer en dialogue par l'image. Donc de toutes ces images, il y en a eu plus de 10 000 que j'ai téléchargé. En fait, dans l'exposition, c'est une sélection de 210 images qui est faite. La vidéo qui est présente dans Electronic Legacy, c'était vraiment, je la vois comme une expérience du paysage. Vraiment, j'avais envie de pouvoir proposer l'expérience que j'ai vécue lorsque j'étais en Californie dans ce feu. J'ai beaucoup photographié depuis la voiture, j'ai beaucoup arpenté en fait la Californie. Et toute la vidéo, elle est conçue comme un très long travelling en fait. Là, si on regarde vraiment la vidéo dans le détail, c'est une avancée, c'est une caméra qui ne fait qu'avancer. Le paysage se régénère comme cet incendie. C'est ce que je fais dans mon travail, c'est aussi de mélanger ces différentes relations qu'on peut avoir avec la machine qui est la voiture que j'utilise lorsque je suis en Californie, l'appareil photo que j'utilise, l'ordinateur qui me permet de calculer des images. Et pour moi, travailler avec des algorithmes ou photographier dans des espaces virtuels, c'est là où mes recherches se situent pour justement tisser des liens entre espaces physiques et virtuels qui pour moi sont concomitants et existent et coexistent, et comment en fait l'un contamine l'autre perpétuellement, comme le feu modifie perpétuellement un paysage dans lequel on évolue de manière très organique. Voilà, là on est avec les machines, mais on voit carrément que c'est le travail d'un créateur. C'est un plasticien en fait, Paul. Oui, c'est un plasticien très intéressant, vraiment de sa génération. Ouais. Pour lui, c'est le même langage de prise de vue, de créer des algorithmes. Ce qu'on voit très bien chez Contretype. Ouais. On a la chance d'avoir une de ces installations aussi dans notre exposition à Imagine. Donc c'est bien qu'il y ait des ponts comme ça. C'est aussi le propre du Photo Bruxelles Festival, et où lui, il montre le protomaton, qui est un photomaton inversé et retravaillé avec l'IA. On peut se voir transformé en live par l'IA. Donc ça permet aussi de s'approprier et de comprendre un petit peu ce qui est à l'œuvre dans cette technique. Il y a un dialogue, un vrai dialogue avec la machine en fait là. Oui, et comme il le dit, ce sont des machines, ce sont des outils. Étonnamment, on parle... C'est un appareil photo, c'est un appareil photo, c'est un outil aussi. Oui, c'est un appareil, c'est un outil. Ouais. On parle d'IA, enfin, c'est un petit peu des mots qui vibrent, qui font peur, mais on ne dit jamais que l'IA est une nouvelle technologie, comme on l'a dit il y a 30 ans, c'est une nouvelle technologie. On a ce mot qui fait peur, mais c'est un outil technologique, d'une nouvelle génération, et qui pose les questions de l'arrivée d'un nouvel outil, oui, bien sûr. Ouais, ça vous intéresse, ça vous interpelle, ça, Paul, Alain? Je vois un peu dubitatif quand même. En regardant la séquence, je me demandais si on n'aurait pas éprouvé plus d'émotion devant des images d'un incendie, sans intervention de... Ah oui, des images simples d'un incendie. Voilà, oui. D'accord. Voilà, moi j'ai l'impression que l'émotion pure, elle passe par la réalité. Vous revenez à l'émotion, vous aussi, Lionel, ou Moi je distingue tout à la des boulots c'est deux choses différentes. Bien sûr. C'est deux choses différentes. C'est même un peu une base. Bon, je me réfère beaucoup avec mes étudiants à la Chambre claire de Roland Barthes. Oui. Et les travaux de Punctum et de Studium, voilà, sont très bien différenciés. Donc je vois très bien ce que vous voulez dire, Alain, mais ici c'est pas vraiment une démarche, je dirais, émotionnelle. Je dirais que ça fait appel au sens et à l'intellect aussi, comme beaucoup de ce qu'on a vu dans l'expo Hangar. C'est des boulots clairement, que je dirais, de Studium, qui nécessitent d'avoir un texte explicatif et qui nourrissent la pensée. Peut-être ces deux choses. Mais... Maintenant, ces deux travaux, si je puis dire, de façon de voir l'image, peuvent se rassembler. J'ai noté qu'à l'École nationale supérieure de la photographie à Arles, justement, on en parlait,
Ils ont décidé de proposer un postmaster en intelligence artificielle, donc pour ceux qui sont déjà photographes. De toute façon, la machine est en route. L'Élysée prépare un sommet de l'IA le 10 et le 11 février prochain au Grand Palais avec des chefs d'État, des gourous du numérique comme le fameux Elon Musk, Sam Altman, etc. Il y a des sommes considérables qui sont débloquées par Trump pour son fameux Stargate. Donc on y est là, Paul. On ne peut plus revenir en arrière. Malheureusement, on ne peut plus revenir en arrière. Malheureusement, mais c'est une rupture technologique et on peine encore à définir les contours de cette révolution. Après, c'est à nous de nous adapter, comme a été l'arrivée de l'Internet. Je pense qu'on est dans ce genre un peu de révolution technologique ou la révolution de l'imprimerie. Enfin, ça va pas trop vite. En autre conclusion, ça va pas un peu trop vite tout ça quand même? Non, il faut juste adapter, encore une fois, que le monde est en marche, il y a de nouvelles façons de le regarder. L'émotion de quelqu'un, il y a quelques années, ne sera pas la même que celle d'un jeune aujourd'hui qui a 25 ans. Il n'y a pas le même rapport au monde et tout ça se transforme, ça ne va pas trop vite. En plus, on peut apprécier François Belabas que vous exposez chez vous et on peut apprécier aussi Steinmetz voilà, qui expose chez vous. Et les photos de Lionel Jusseret, bien sûr. Je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre, on peut tout apprécier. Je rappelle que ce festival, donc ce Photo Brussels Festival, j'ai toujours du mal avec ces noms de festivals, commence maintenant, c'est pendant un mois. Pouvez-vous mettre plein de photos dans la tête. Il y a plein de lieux, il y a 40 lieux, je crois, à Bruxelles qui exposent. Il y a également des centres culturels. Et il y a le hangar. Je vous remercie d'être passé chez nous. Il y a Contre-Type, il y a la Box Galerie et plein d'autres endroits. Merci aussi, Lionel, d'avoir donné votre point de vue sur la photographie. On se retrouve, nous, jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.